je m'appelle Jacques Cossette. Je suis conseiller pédagogique pour les services des SARCA centralisés du CSSDM, donc l'ancienne CSDM, Commission scolaire de Montréal, qui s'appelle maintenant, comme vous le savez, le Centre de services scolaires de Montréal. Et je suis membre du comité éducation du Carrefour familial Hochelaga, de la table qui siège, on dirait, à peu près à chaque 2 mois là, pour les réunions, dont la majorité d'entre vous, je pense, font partie. Et on a convenu d'animer un atelier aujourd'hui sur la conception universelle d'apprentissage. Et quand j'ai fait la proposition à Manon et à Camélia, on a convenu en même temps que je serais en co-animation. Et je vous présente ma collègue qui va animer avec moi et qui va pouvoir se présenter et vous dire quel est son mandat au CSSDM, Mireille Hull, qui va co-animer avec moi. Alors, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci Jacques pour ton introduction. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille Hull. Moi aussi, je suis conseillère pédagogique au CSSDM. Présentement, je travaille au secteur de l'éducation des adultes. Je suis mon titre, là, si on peut dire ça comme ça. Je suis conseillère pédagogique à la réussite. Donc, mon mandat, c'est en fait, tout ce qui concerne les mandats institutionnels, c'est moi qui les chapeaute là, pour l'éducation des adultes. Et, mon parcours, en fait, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé ma carrière au primaire, à l'enseignement primaire. Donc, j'étais enseignante au primaire. J'ai été conseillère pédagogique au primaire. Puis après ça, par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à l'éducation des adultes. Puis, ça fait déjà 10 ans de ça. Alors, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis, je travaille aussi avec avec le secteur du secondaire aussi pour monter des projets, des activités pour dans le fond, nos jeunes adultes qui terminent le secondaire ou qui sont en voie de s'en aller vers l'éducation des adultes. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer. Merci Mireille. Alors au départ, il y a plus qu'1 an, avant que cette fâcheuse pandémie nous tombe dessus, on avait décidé lors d'une rencontre du comité éducation d'essayer de voir s'il y avait un dîner thématique qui pourrait être fait au niveau d'une réponse aux difficultés d'apprentissage ou aux troubles d'apprentissage dont on entend parler là, de plus en plus fréquemment dans les écoles, c'est-à-dire tout ce qu'on entend de troubles déficitaires de l'attention, dysorthographie, dyslexie, troubles anxieux, les genres de difficultés, évidemment, qui amènent les jeunes à avoir une réussite scolaire là, qui peut être plus difficile pour certains d'entre eux. Et j'avais proposé à Manon l'idée de la conception universelle de l'apprentissage parce qu'au lieu de traiter les choses une par une, morceau par morceau, on arrive avec une posture qui permet d'aborder la question de façon beaucoup plus générale. Et quand j'ai présenté le concept, donc l'idée de faire un atelier sur la conception universelle de l'apprentissage, je me suis souvenu là, que Mireille avait déjà développé quelque chose là-dessus. Donc aujourd'hui, on part quand même d'un document là, qui a été fait par Mireille et des collègues, je pense, je ne me rappelle pas exactement qui, et on repart de ça pour vous donner une base. Donc aujourd'hui, les intentions de l'atelier dont on va vous faire part, c'est évidemment là, de présenter les concepts, les principes de la conception universelle de l'apprentissage, donc de voir c'est quoi les principes qu'il y a derrière ça, les intentions puis les buts qui sont visés par la conception universelle de l'apprentissage. Et dans un deuxième temps, vous présentez des pistes d'action puis des mises en situation. Puis je vous mentionne tout de suite que ceux qui ne font pas partie directement du monde de l'éducation, c'est-à-dire qui ne travaillent pas comme enseignants, conseillers pédagogiques et tout ça, c'est quand même des notions très intéressantes qui peuvent quand même s'appliquer, donc qui sont transférables dans des domaines qui n'ont pas toujours rapport à l'éducation. D'ailleurs, vous allez voir que ça ne vient pas de là au départ. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour un ensemble de milieux, juste de connaître les concepts là, qui sont à la base de la conception universelle de l'apprentissage. Alors, à partir de maintenant, on va pouvoir fonctionner avec un PowerPoint. Donc, vous allez voir les images du PowerPoint qui nous apparaissent. Je vous donne des consignes avant de commencer. C'est Camélia qui va jouer le rôle d'un peu gestionnaire, un peu du compte pendant la rencontre. Alors, évidemment, pour les questions, on vous demande d'utiliser la petite main levée que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous avez une question. Donc, il y a 2 façons de poser les questions, soit d'utiliser la main levée pour que Camélia puisse vous voir et qu'on puisse répondre à votre question. Et la deuxième façon, c'est d'aller indiquer directement votre question dans la zone de clavardage ou de chat qui apparaît normalement le plus à droite de l'écran.
Troisième petite consigne, si c'est possible, évidemment, de garder votre micro fermé quand vous ne posez pas votre question pour éviter d'entendre des téléphones sonner et toutes sortes de choses qui se passent chez vous et au bureau. Et la quatrième consigne, le webinaire aujourd'hui est enregistré. Donc, évidemment, nous, on a donné notre autorisation, Mireille et moi, pour pouvoir enregistrer l'atelier. Donc, il faut que vous sachiez aussi, par transparence, que le webinaire va être enregistré peut-être pour une réécoute des gens qui n'auraient pas pu être avec nous ce matin. Alors, voilà. Alors, maintenant, vous voyez déjà la première image pour le PowerPoint sur le thème, évidemment, là, de la conception universelle de l'apprentissage. On commence avec une première vidéo qu'on va regarder ensemble qui va vous donner un peu une idée générale qu'après ça, on va pouvoir développer de façon plus large sur les principaux concepts qui sont associés à la conception universelle de l'apprentissage. Donc, on va regarder la première vidéo qui dure, je pense, 3 ou 4 minutes ensemble. On revient tout de suite après. C'est bon. Je pense que c'est bon, là. La conception universelle de l'apprentissage. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs changements sociaux, politiques et culturels ont traversé la société québécoise et interrogé les rôles dévolus à l'école et ses méthodes pédagogiques. Les classes sont aujourd'hui bien loin de ce qu'elles étaient dans les années 1950. Mais l'un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle consiste à trouver de nouveaux moyens pour assurer l'inclusion de tous les étudiants dans l'école. La conception universelle de l'apprentissage représente une voie novatrice pour penser cette ouverture, en misant sur une planification inclusive de l'enseignement plutôt que sur le seul accommodement des besoins individuels. Elle reflète par le fait même le nouveau modèle social de production du handicap, en mettant l'accent sur la nécessité d'éliminer les barrières à l'inclusion dans l'environnement, plutôt que sur l'intégration de l'individu à la norme. Le focus se déplace donc du seul individu en situation de handicap vers les interactions entre ce dernier et son environnement. D'abord pensé dans le domaine de l'architecture, le design universel ou conception universelle a permis de concevoir des bâtiments d'emblée accessibles, dotés par exemple de rampes d'accès, de portes électriques et de pictogrammes, plutôt que d'attendre d'éventuelles demandes avant de les ajouter. Ces mesures se sont révélées utiles, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais également pour d'autres, telles que les personnes munies d'une poussette, dans le cas des rampes d'accès. Dans l'univers éducatif, la conception universelle de l'apprentissage encourage la création de modèles souples pour la création de buts, de méthodes et d'évaluation destinées à tous les étudiants, en diversifiant les options de représentation, d'action et d'expression et de participation. Ce canevas se fonde sur les récentes recherches en neurosciences qui ont révélé que la variabilité du cerveau humain, et donc de l'apprenant, représentait davantage la norme que l'exception. Le premier principe, ciblant les réseaux de reconnaissance du cerveau et donc le quoi de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens de représentation des savoirs afin de tenir compte des moyens pluriels qu'utilisent les étudiants pour recueillir et classer l'information. Dans cette perspective, on peut par exemple varier la taille du texte, des images ou de tout contenu visuel mobilisé en classe. Le deuxième principe, ciblant les réseaux stratégiques du cerveau et donc le comment de l'apprentissage, vise à fournir divers moyens d'action et d'expression aux étudiants, en les invitant notamment à s'exprimer dans de nombreux supports, tels que les textes, les discours, les films et l'art visuel. Le troisième principe, ciblant les réseaux affectifs du cerveau et donc le pourquoi de l'apprentissage, cherche quant à lui à multiplier les moyens de participation, en permettant par exemple aux étudiants d'établir leurs propres objectifs et d'entreprendre une autoréflexion à l'égard de leur propre parcours. En prenant en compte les multiples différences sur le plan de la représentation, de l'action et de l'expression et de la participation, l'enseignant est ainsi davantage en mesure de favoriser la réussite éducative de tous les étudiants, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Alors, voilà pour la vidéo de présentation. Il y a plusieurs éléments qui sont à l'intérieur de la vidéo sur lesquels on va revenir tout au cours de l'atelier. Je vais juste rappeler que le vidéo a été produit en partie par le Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap, qui est un regroupement de collèges et d'universités francophones et anglophones du Québec,
qui est très actif là, sur la recherche pour trouver des moyens, effectivement, pour inclure l'ensemble des apprenants à l'intérieur de situations d'apprentissage au lieu de toujours se retourner et d'aller voir comment on peut adapter certaines situations à certains groupes de personnes. Donc, on parle beaucoup, quand on parle de conception universelle de l'apprentissage, d'inclusion à l'intérieur d'un groupe de personnes et non pas d'une réponse à des besoins spécifiques qui sont beaucoup plus complexes souvent. Et on va le voir à l'intérieur aujourd'hui, là, particulièrement de comment ça se passe à l'intérieur d'une école et d'une classe. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours des aspects de transférabilité qui sont là. J'espère que vous allez être capable de voir parmi ce qu'on va vous dire, comment ça peut s'appliquer aussi dans vos milieux si vous n'êtes pas directement du milieu de l'éducation. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. Est-ce que tu vois bien le diaporama, Jean? Non. Il faudrait le repartager parce que comme on change de OK, partage. OK, juste un instant. Donc, je m'excuse, j'arrive. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Donc, ici. Je m'excuse. Parfait. Donc, sur la photo, vous voyez, on peut revenir à la diapositive, celle-ci, effectivement. Donc, vous voyez qu'on part toujours d'un principe qui n'était pas au départ bâti pour le monde de l'éducation, mais qui était plutôt un principe qui était bâti, comme on l'a vu dans la vidéo, pour l'architecture. Ça vous donne un exemple en même temps de comment, au niveau de l'évolution dans les 50 dernières années, on est passé des bâtiments qui étaient faits pour des gens dont on disait qu'ils représentaient la norme, c'est-à-dire si on bâtit, par exemple, des escaliers en avant de bâtiment pour pouvoir entrer dans le bâtiment, bien, on se disait, si les gens ne sont pas capables d'utiliser les escaliers, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Alors que la conception universelle de l'apprentissage vient nous dire déjà au départ, quand on bâtit quelque chose, pourquoi on ne penserait pas à l'ensemble des gens qui vont utiliser le bâtiment, puis qu'on construise déjà les choses avec un ensemble variable de façon variable d'entrer dans le bâtiment. Donc, on voit qu'il y a encore les escaliers qui sont là, mais que les rampes d'accès sont déjà là au départ. Donc, évidemment, on a pensé, quand on a construit, à l'ensemble des personnes qui pouvaient utiliser le bâtiment. On s'est dit, il y en a qui ont besoin d'une rampe d'accès, il y en a qui ont, c'est correct, les escaliers. Donc, on va être capable de penser déjà au départ à un ensemble de clientèles qui vont utiliser, au lieu de se dire à un moment donné, « Ah, mon Dieu, quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant, comment il va faire pour entrer? Il va falloir bâtir une rampe. » Si on y a déjà pensé au départ, on a déjà de l'avance en pensant à l'ensemble des clientèles qui vont venir. La prochaine diapo, on va voir aussi un autre exemple de comment c'était au niveau de l'architecture au départ, c'est-à-dire quand on a maintenant les pictogrammes qu'on retrouve tout à fait là, partout dans l'ensemble des édifices et des bâtiments, même à l'intérieur parfois de certaines maisons aussi, on a pensé déjà au départ à qui va utiliser le bâtiment, au lieu de se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec un besoin particulier, il va falloir ajouter telle chose. Quand on pense au départ à cette chose-là, bien, on est capable déjà de recevoir les gens dans l'ensemble, recevoir un ensemble de personnes dans le bâtiment sans se soucier s'il va avoir des besoins particuliers. On met déjà donc à la base un ensemble de services qui vont être là pour une diversité de personnes qui vont utiliser cet édifice-là. Donc, déjà, on voit les principes d'architecture. Maintenant, on va voir comment on va les transférer plus à l'intérieur de milieux d'apprentissage dans le cadre scolaire. On va changer la diapo. Merci, Jean. Oui, alors c'est ça. Alors, tous ces beaux principes-là de l'Universal Design ont été transférés au monde scolaire. Puis ici, juste pour faire une petite blague, pour commencer, on a un personnage qui nous dit « Pouvez-vous pelleter la rampe, s'il vous plaît? » Alors, la personne qui est en train de pelleter dit « Tous les autres enfants attendent pour utiliser les escaliers. Quand j'aurai fini de pelleter, je m'occuperai de la rampe. » Et un autre répond, mais si vous pelletiez la rampe, tout le monde pourrait entrer. Donc, c'est une façon différente de voir les choses. Puis, pourquoi on transpose ça dans une classe? En fait, c'est beaucoup dans une perspective d'inclusion scolaire. Ça, c'est une visée ministérielle qui est arrivée depuis déjà quelques années, mais qui n'est pas nécessairement si évidente non plus là, pour les enseignants.
Donc, qui avaient besoin, en fait, d'avoir des repères là, pour pouvoir essayer d'avoir une approche plus inclusive avec leurs élèves. Puis quand on parle d'inclusion, c'est pas juste le fait d'accueillir, par exemple, une personne en fauteuil dans notre classe ou dans notre école, ou une personne sourde dans notre école, ou encore dans notre centre communautaire. C'est pas seulement relié à ça, c'est pas juste l'ouverture à l'accueil des personnes qui sont différentes, mais c'est beaucoup plus dans une perspective d'inclusion. Donc, c'est pas qu'on permet à la personne de se joindre à un groupe, puis, bon, il faut qu'elle s'adapte un petit peu à la réalité du groupe, mais c'est plutôt que déjà au départ, on prévoit des aménagements pour que ces gens-là puissent, disons, fonctionner en effaçant un peu les barrières qui sont handicapantes pour eux. Donc, encore une autre petite blague ici que je trouvais amusante, où on disait, ben, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cette arbre. Puis on voit dans les gens qui sont là, bien en tout cas, ceux qui risquent, ceux qui vont réussir les examens ne sont pas nécessairement, ce ne sera pas pour tout le monde de réussir les examens. Il y en a qui vont réussir super facilement, d'autres, ça va être plus difficile. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, pas nécessairement admettre la personne dans le groupe, mais vraiment s'organiser pour qu'elle puisse fonctionner en enlevant cette barrière du handicap. Donc, on nous dit que la perspective où on parle beaucoup d'école inclusive, c'est pour rendre non seulement l'accès à l'école, mais pour permettre aussi l'apprentissage pour tous, puis aussi des principes d'évaluation qui sont plus équitables, plus justes, plus, je dirais, plus transparents aussi d'une personne à l'autre. Puis d'ailleurs, ça réactive les valeurs qui sont basées sur l'évaluation, parce que dans les documents ministériels, c'est très clair que l'évaluation repose sur des valeurs d'équité, de justice, de transparence, d'égalité aussi pour tous. Donc, si dans notre façon de percevoir ou d'évaluer nos élèves, on passe le même examen à tout le monde, puis sans penser aux adaptations possibles pour ces gens-là, pour qu'ils soient en mesure d'exprimer ce qu'ils ont appris à travers un examen, bien, on n'est plus dans ce principe d'équité-là ou de justice. Donc, c'est important pour la vision ministérielle d'avoir cette pensée-là plus inclusive pour l'ensemble de la population. Donc, voilà. Alors, la conception universelle de l'apprentissage, elle est écrite tout à fait dans cet axe-là ministériel. C'est parce que c'est une approche universelle qui est basée sur l'inclusion. Ça permet aussi de répondre à l'ensemble des besoins particuliers de nos élèves. Parfait. Alors, on se rappelle là, évidemment que un des principes principaux de la conception universelle de l'apprentissage, c'est donc la réduction des barrières, la réduction des obstacles qui empêcheraient à tout le monde d'avoir un accès égal aux apprentissages. Puis Mireille vient de parler aussi, ça veut dire aussi au niveau de l'évaluation comme telle. Alors, on va regarder en même temps ce que ça permet au niveau d'une augmentation à gauche et au niveau d'une diminution. Donc, quand on réussit à mettre en place des principes de la conception universelle de l'apprentissage, peut-être pas l'ensemble, mais déjà quand on s'enligne un peu vers ça, on regarde déjà au départ qu'il y a une augmentation de l'autonomie des étudiants, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des étudiants qui ont des besoins particuliers, qui sont en attente d'un accommodement. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui aurait besoin absolument qu'on l'accommode avec l'organisation de matériel scolaire spécifique. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas avec l'autonomie de l'étudiant. Il est toujours comme en attente parce que lui, son handicap fait qu'il ne peut pas utiliser le matériel qui est normalement utilisé. Quand on va vers la conception universelle de l'apprentissage, on va voir tantôt qu'on peut créer une variété de matériel scolaire. Mais à ce moment-là, ça augmente l'autonomie des étudiants là-dessus. Dans le côté de diminution, qu'est-ce que ça apporte? Les services spécialisés et les coûts. Là, les services spécialisés, c'est important de dire ce matin que la conception universelle de l'apprentissage, c'est une façon d'organiser les choses. Ce n'est pas une stratégie pédagogique comme telle. Donc, évidemment, on ne parle pas d'une diminution des services spécialisés dans le but d'un objectif de la conception universelle.
C'est clair que les services spécialisés qu'on a dans nos écoles, on les veut. On veut qu'ils demeurent là. On veut qu'ils augmentent dans certains cas pour des élèves qui ont des besoins très spécifiques. On parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de troubles d'apprentissage. Donc, les services spécialisés sont nécessaires dans les écoles, sauf qu'on pourrait les organiser d'une façon différente si on utilisait certains principes de la conception universelle de l'apprentissage, où est-ce que déjà les élèves qui ont des besoins particuliers développeraient une autonomie qui ferait qu'il n'y aurait pas besoin particulièrement de certains services qui pourraient être donnés justement à d'autres élèves qui en ont absolument besoin. Il y a une diminution aussi, évidemment, des coûts quand on diminue les services spécialisés. Au niveau de l'augmentation, le deuxième rectangle, la responsabilisation des étudiants et des enseignants. Donc, ça va un peu avec le premier, c'est-à-dire qu'il y a un degré d'autonomie qui est là. Donc, c'est à l'élève maintenant, quand il y a en face de lui une série d'outils, de matériel, de stratégies, c'est à lui aussi à les utiliser. Donc, ça responsabilise beaucoup la personne d'aller chercher ce qu'elle a besoin. Évidemment, ça fait une diminution aussi du côté à droite, une diminution des barrières à l'apprentissage. Et à ce moment-là, on va regarder tantôt des exemples. Ça pourrait être, par exemple, l'utilisation des outils technologiques quand on apprend. Si un élève ne peut pas lire un texte, par exemple, de 2 pages, 3 pages en compréhension en français parce que pour lui, l'accès au sens d'un texte est difficile à cause de ces problématiques en lecture. C'est clair que si on lui donne la possibilité d'utiliser des outils, ça va le responsabiliser, puis ça va faire baisser la barrière qui l'empêchait effectivement de bien comprendre un texte, d'avoir un accès au sens du texte. Le troisième, la réussite globale des étudiants, c'est clair que ça, c'est un but visé par la conception universelle de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on se dit que s'il y a un ensemble d'outils qui est mis à la disposition, ça devrait évidemment aider aussi à la réussite scolaire. Et d'un autre côté, la diminution, c'est la diminution des stigmates. Parce que, comme vous le savez, être un élève avec des besoins particuliers dans les écoles, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait depuis 25, 30, 40 ans au Québec. Donc, il y a beaucoup plus de services, sauf qu'il y a quand même un stigmate au niveau de l'élève qui se voit comme un élève avec des besoins particuliers. Donc, on est encore souvent dans une idée qu'il y a des élèves qui n'ont pas de besoins particuliers avec des élèves qui ont des besoins particuliers. La conception universelle de l'apprentissage, elle essaie de faire diminuer cette différence-là entre élèves à besoins particuliers et sans besoins particuliers en disant il y a des élèves dans la classe, on n'a pas besoin de leur mettre le stigmate de est-ce que tu as des difficultés ou non. Je vais plutôt mettre à ta disposition plein d'outils, plein de façons d'apprendre et il va y avoir seulement des élèves dans une classe qui vont utiliser tel ou tel outil pour essayer d'aller le plus loin possible dans leurs apprentissages. Et le dernier en bas, la flexibilité et l'équité, bien évidemment, c'est un concept de central au niveau de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, au lieu d'avoir une seule façon d'apprendre avec un seul outil, une seule stratégie, on va essayer d'avoir un ensemble, d'être flexible. Hein? On appelle ça au niveau de l'éducation la flexibilité pédagogique, qui est un concept qui est assez en vogue depuis plusieurs années. Et évidemment, la diminution, c'est ce que ça amènerait. Ça amènerait au niveau de l'accommodement individuel qu'il y en aurait de moins en moins, puisque si on est flexible et on permet différentes façons d'apprendre, bien, on est moins obligé d'aller vers une réponse individuelle à un besoin spécifique. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont centraux au niveau de l'apprentissage et il y a une diminution de l'autre côté qui est quand même très importante de stigmates, d'obstacles, de barrières là, à l'apprentissage. Donc, on cherche à maximiser un peu les services spécialisés, hein, à se dire les services spécialisés, ils devraient donc être axés sur les élèves qui n'ont pas d'autres moyens, qu'il faut absolument qu'il y ait ces services-là, et aussi la promotion d'une réelle inclusion. Donc, on n'est pas, comme Mireille disait il y a quelques minutes, d'essayer de voir comment on pourrait accommoder certaines personnes. On veut vraiment avoir un groupe d'élèves dans lequel on n'aura pas d'élèves vraiment qu'on va dire oui, on les accepte quand on a mis en place certaines choses, c'est de penser vraiment qu'on a une classe, un groupe de personnes et d'essayer de voir comment les outils peuvent être mis en place pour répondre à l'ensemble des besoins de ces gens-là. On va passer à la diapositive suivante, qui est le deuxième vidéo. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire à l'intérieur d'une classe, mettre en place des principes de la conception universelle de l'apprentissage. Ça va vous donner des exemples un peu qui utilisent une allégorie un peu de quelqu'un qui partirait en bateau pour voir comment on pourrait mettre en place des outils qui serviraient à l'ensemble des passagers du bateau. Évidemment, c'est transférable à l'intérieur d'une classe ou c'est transférable à l'intérieur peut-être aussi de l'animation d'une réunion, d'un atelier ou d'un club de lecture. Tout ça, vous allez voir comment il y a des principes là-dedans qui sont très facilement transférables. Alors, on l'écoute, c'est encore une fois 5 minutes à regarder ça ensemble.
Il y a des jours, dans ma classe, je ne sais plus où donner de la tête. Je dois m'adapter à Maxime, qui a un TDAH et une dyslexie dysorthographie mixte, à Claudie, qui a un manque flagrant d'organisation, à Amélie, dont la vie personnelle est difficile, à Gustave, qui apprend à vivre avec une maladie mentale, à Frédéric, qui a des difficultés motrices, à Emeline, qui ne fait rien comme les autres, à Raphaël et son perfectionnisme, et à Xavier, qui termine tout en 15 minutes et qui dérange le reste du temps. Au fond, aucun de mes élèves n'a les mêmes besoins que son voisin et n'apprend de la même façon. Dans ce contexte, est-ce que c'est normal que je me sente submergé? Que j'ai parfois l'impression de passer mon année en gestion de l'urgence? Est-ce que je peux avoir droit à un tiers de temps supplémentaire, s'il vous plaît? Vous n'auriez pas une image satellite afin d'avoir un portrait complet? J'ai l'impression que j'ai besoin d'une vue d'ensemble pour m'y retrouver dans toutes ces mesures de flexibilité à ajouter à mes pratiques. Et si l'on vous offrait la CUA? Qu'est-ce que la CUA? La conception universelle de l'apprentissage est une approche innovatrice de l'enseignement qui sous-tend une planification inclusive en prévoyant les besoins individuels des élèves et en les intégrant dans une vision globale pour éviter les ajustements multiples. Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Imaginons un capitaine de bateau qui se prépare pour une descente du fleuve. Il sait qu'il aura beaucoup d'éléments de navigation à surveiller pour que tout aille bien. Dès l'embarquement, les passagers lui présentent des demandes. L'un semble anxieux et veut savoir où est sa cabine, à quelle heure sont les repas, etc. Un autre tremble de peur et avoue ne pas savoir nager. Une vieille dame se plaint du vent et du froid. Une jeune femme arrive avec tellement de bagages qu'il lui est impossible de prendre pied à bord sans l'aide des matelots. Finalement, à peine le quai quitté, un dernier passager se découvre un mal de mer violent. D'une demande à une autre, le voyage se déroule et le capitaine n'a pas une minute de libre. À l'arrivée, il est fourbu et cela lui laisse la vague impression de ne pas avoir été efficace. C'est parfois le sentiment que j'éprouve après m'être efforcé de faire de la différenciation pour les multiples besoins de mes élèves. Le capitaine se met donc en quête d'une nouvelle façon de faire et il découvre la CUA. Reprenons donc en amont en permettant au capitaine d'appliquer la CUA à sa façon de naviguer. Disons que le capitaine décide d'afficher le plan du bateau sur le pont principal, incluant l'emplacement des toilettes, ainsi qu'une carte maritime avec le trajet prévu pour le voyage et les attraits à observer pendant le trajet. Qu'il rende aussi disponible le menu et les heures des repas dans la salle à manger. Qu'au moment de l'embarquement, il remette à chacun des passagers une trousse de voyage comprenant une veste de sauvetage, un plan du bateau, l'horaire des journées, une couverture de laine et des médicaments contre le mal de mer. Tout porte à croire que la traversée se fera de façon moins contraignante pour le chef à bord, mais aussi pour les passagers qui pourront utiliser les moyens dont ils ont besoin. Par exemple, un passionné du monde maritime, calme et discret, qui n'aurait pas osé demander, sera heureux de suivre leur itinéraire sur la carte. La CUA prend comme fondement que l'offre de mesures de flexibilité qui répondent à un élève à besoin particulier peut être positive pour d'autres élèves, voire pour l'ensemble du groupe. Si je comprends bien l'analogie, la norme n'avance plus sur une ligne en ajoutant des flexibilités pour chacun, mais planifie dès le départ une pluralité des moyens et les offre à tous. Exactement. Il s'agit d'une inclusion plutôt que d'une intégration. C'est le concept d'universalité et d'équité de la CUA. Les récentes recherches en neurosciences nous démontrent que la variabilité des cerveaux humains est si grande qu'il n'est plus possible de considérer qu'il y a un apprenant type. Cette diversité se manifeste dans la façon de percevoir l'information, dans les habiletés et processus cognitifs utilisés, dans les réactions face à des situations et des contextes différents, et selon les phases de développement de l'élève. La norme devient donc la diversité de façons d'apprendre. Oui, et elle demande l'utilisation flexible et accessible de la technologie, ainsi que la combinaison des approches et techniques pédagogiques. En effaçant les barrières et les obstacles dès le départ, la CUA diminue la stigmatisation de certains élèves, tout comme les coûts d'accompagnement. Elle permet également une plus grande autonomie des apprenants et une meilleure réussite globale. Bon, disons que j'embarque. De quelle façon dois-je m'y prendre pour planifier en conception universelle de l'apprentissage? Faisons une petite escale, le temps de bien assimiler la théorie de base et rejoignons-nous pour la suite du périple.
Donc, je vais repartager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui. Parfait. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui. Parfait. Donc, on va continuer. Alors, oui, c'est ça. Alors, cette vidéo est intéressante parce que vraiment, elle nous illustre bien ici que le fait de planifier en fonction des besoins possibles des gens qui vont se joindre, par exemple, à une activité ou à un groupe classe ou peu importe l'activité qu'on va devoir présenter, le fait de penser aux besoins des gens préalablement nous amène à, disons, à les prévoir, puis à prévoir aussi des moyens pour y répondre. Donc, plutôt que d'avoir toujours une surprise à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, qui éprouve ou en tout cas qui manifeste un besoin différent, puis là, d'être un peu pris au dépourvu, puis de devoir accommoder la personne, finalement, la personne peut trouver ce dont elle a besoin pour répondre à son besoin parce que c'est déjà en place. Donc, c'est sûr que je pense, si on y pense d'une façon objective, qu'il va toujours y avoir des ajustements à faire. Peut-être qu'il y aura toujours des cas auxquels on n'aura pas pensé, ou il y aura sûrement des choses qui se produiront. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une forte diminution si déjà au préalable, on a pensé à certains éléments pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc, on va avoir moins de surprises, moins de désorganisation, moins de difficultés de gestion. Puis je pense peut-être aussi un taux de satisfaction peut-être plus élevé de la part de nos participants. Donc, ça, c'est intéressant, cette approche-là dans ce sens-là. Puis on voit aussi que dans une classe, par exemple, il y a beaucoup de besoins qui peuvent se manifester, que ce soit du point de vue de l'apprentissage ou que ce soit du point de vue du comportemental. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans une classe. Et je suis convaincue aussi que dans une activité que vous présentez dans un service communautaire, vous vivez exactement la même chose, au sens où on a affaire à des personnes. Donc, à cause de ça, au départ, on est exposé, disons, à pouvoir, à avoir accès à une multitude de façons de réagir ou de se présenter. Alors, je pense que c'est tout à fait, disons, que ça peut servir vraiment d'assise pour vos prochaines activités que vous présenterez dans vos lieux communautaires. Parce que les gens anxieux, il y en a partout. Des gens qui ont des difficultés en lecture, il y en a partout. Des difficultés à faire des liens, à comprendre les éléments de base, des difficultés à écrire, des faiblesses au niveau de l'attention, des difficultés à se remettre en question. C'est toujours le problème, c'est toujours les autres. Alors, tout ça, je suis sûre que vous avez tous déjà vu ça dans vos milieux et que vous avez dû composer avec les situations quand elles se présentaient. Donc, dans une classe, on nous dit, au départ, ce qui est important, c'est de faire un portrait de notre classe. Donc, quand on reçoit nos élèves, par exemple, en début d'année scolaire, on peut prendre un moment pour évaluer chacun de nos élèves. On peut prendre toutes sortes de façons de le faire. Ça peut être par un petit test, par exemple, qu'on fait passer en lecture, en écriture. On essaie de voir un petit peu où sont les difficultés, par exemple, en lecture, du point de vue, par exemple, de la fluidité, du point de vue de la compréhension en lecture, du point de vue de la capacité à mobiliser des stratégies pour comprendre ce qu'on est en train de lire. On peut aussi le faire du point de vue de l'entrevue avec l'élève, en lui posant toutes sortes de questions sur son parcours, sur ce qui l'amène dans notre classe. Au primaire, au secondaire, c'est un peu moins, disons, je dirais, on le sait un peu plus d'où viennent nos élèves. Ils viennent de la classe précédente de l'année d'avant. Donc, souvent, on a eu une genre de petite rétroaction de la part de l'enseignant qui nous précédait.
Mais à l'éducation des adultes, ce n'est pas le cas. Donc, on a des élèves qui proviennent de partout. On a des élèves parfois qui ont été plusieurs années sans aller à l'école, qui décident à un moment donné de retourner à l'école pour se perfectionner, pour aller chercher un diplôme d'études secondaires, pour aller chercher des préalables, pour s'en aller ensuite faire une formation professionnelle. Donc, puis probablement aussi en service communautaire, vous recevez aussi ce genre de personnes, donc qui veulent se réorienter, qui veulent se rendre utiles pour leur communauté, qui cherchent peut-être un service. Donc, tout ça, c'est important de voir un peu c'est qui ces gens-là. Comment on peut le faire? C'est par une petite entrevue. L'idée, en fait, de cette entrevue-là, c'est d'essayer de voir un peu le niveau réel des acquis de ces personnes-là ou des besoins de ces personnes-là. Si on est dans une classe, de voir aussi, ou de prendre conscience aussi de quelles sont les attentes de fin de cours, de fin de cycle, de fin d'année scolaire, puis pour tracer aussi un parcours pour chacun de nos élèves. Donc, ça, c'est une première étape. Cette entrevue-là aussi va nous permettre de prévoir un ensemble d'outils et pour les rendre disponibles à l'ensemble des besoins de nos élèves, les besoins qu'on aura déterminés suite aux entrevues ou aux petits tests qu'on aura fait passer à nos élèves en début d'année ou en début de cycle de cours. Parce que je précise qu'il y a une différence parce qu'à l'éducation des adultes, les élèves arrivent un peu n'importe quand dans l'année. Donc, ils peuvent, par exemple, arriver en janvier, en février, en mars, en décembre. Donc, ils arrivent un peu, parce que c'est dans la majorité des centres d'éducation pour adultes, ce sont des inscriptions continues. Donc, l'élève peut entrer dans une classe à tout moment. Alors, pour l'enseignant, ça crée beaucoup de perturbations dans son groupe quand il accueille des élèves comme ça à toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Qui accueille des nouveaux élèves. Donc, ça crée quand même un petit déséquilibre. Donc, le fait de prendre un moment pour s'entretenir avec l'élève apaise beaucoup de choses. On informe l'élève sur tout ce qui est disponible dans la classe. S'il y a certains outils qu'il ne sait pas comment utiliser, on peut prendre un moment pour expliquer l'utilisation des outils, pour l'accompagner dans tout ça. Donc, c'est ça. C'est dans un but de favoriser l'autonomie pour chacun. Apprendre aux élèves à faire des choix qui leur conviennent le mieux. Donc, ça veut dire que parmi toutes les mesures ou toutes les accommodations qui sont présentes en classe, lesquelles conviennent le mieux à ma difficulté, à moi. Donc, c'est important de laisser l'élève explorer puis utiliser finalement les outils qui vont lui permettre de réussir. Puis, le fait de prendre un temps pour modéliser, c'est-à-dire montrer comment faire, guider l'élève, donc le fait de le faire avec lui, de pratiquer avec lui, puis de l'accompagner par la suite, c'est ça qui conduit à l'autonomie. Dans un milieu communautaire, je suppose que toutes ces mesures-là, elles ne seraient pas, disons qu'on pourrait les voir peut-être différemment. Mais le fait de passer une petite entrevue pour chacun, ça peut quand même aider beaucoup là, pour déterminer les mesures qu'on peut mettre en place. Plus on est dans cette activité-là, plus on est dans ce processus-là, mais plus on a d'outils disponibles dans nos locaux. Plus on sait comment les utiliser, on sait ce qui peut convenir à chacune des personnes. Donc, on n'a plus besoin de faire de longues interventions parce que déjà, au départ, on a une panoplie d'outils qui sont disponibles. Donc, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Mireille? Certainement, Jean. De ce que Mireille vient de dire aussi, il ne faut jamais oublier de regarder en même temps quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, à la limite, évidemment, un enseignant dans une classe, s'il fait une classe ce matin, par exemple, de mathématiques, où est-ce qu'il va avoir de la manipulation d'objets ou de matériel d'apprentissage, c'est ce qu'il doit voir en même temps, c'est-à-dire toujours avoir en tête qui sont les élèves qui sont assis devant lui et en se disant, bon, ce matin, j'ai cet ensemble-là d'apprenants qui est devant moi, je dois faire une activité de mathématiques, donc à la limite, faire un lien
un peu un triangle entre qui sont devant moi, c'est quoi mon objectif, et les outils que je vais mettre en place dans la classe pour que l'ensemble des gens qui sont devant moi puissent avoir un accès à l'apprentissage là-dedans. Donc, dans le milieu communautaire, ça pourrait être aussi, si vous avez une activité, de bien être au fait de qu'est-ce que vous attendez des gens qui sont devant vous. Est-ce que c'est seulement de l'écoute? Est-ce que c'est de la participation? Est-ce que c'est de la prise de décision? Est-ce que c'est du partage d'idées? Puis de voir en même temps, après que vous avez déterminé ça, et en se disant que dans un ensemble de 10, 15, 20 personnes, on a aussi un ensemble diversifié d'apprenants, comment on peut mettre en place des outils pour atteindre notre objectif, qui pourrait être, par exemple, de l'écoute, de la prise de décision, tout ça. Donc, c'est toujours un peu les mêmes principes qui sont en place. Voilà. Oui, c'est ça. Merci, Jacques, d'avoir ajouté ça, parce qu'effectivement, moi, je parlais plus d'une planification plus dans une vision plus macro. Quand on parle d'attente de fin de cours, par exemple, ou de fin d'année scolaire, mais effectivement, quand on le fait pour chacune de nos activités, c'est plus dans une approche peut-être micro. Donc, oui, c'est le même principe qu'on peut transposer, puis même si ça augmente l'efficacité des activités qu'on présente. Tout à fait. Donc, on poursuit. Dans la conception universelle de l'apprentissage, il y a 5 concepts clés qui sont présentés. On parle d'universalité et équité. On parle du principe ou du concept de flexibilité et d'inclusion. On parle du concept d'espace bien conçu, d'un concept de simplicité et d'un concept de sécurité. Donc, nous, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un peu plus en profondeur 2 aspects, la flexibilité et l'inclusion, et aussi la sécurité, qui rejoint plus la relation entre la personne qui fait, par exemple, un atelier, qui donne un atelier, qui présente un atelier, et les apprenants. Donc, on va commencer avec la flexibilité et l'inclusion. Donc, la flexibilité et l'inclusion, on a vu un petit peu aussi dans les vidéos tout à l'heure que ça touche différentes zones. En fait, c'est pour toucher à différentes zones du cerveau de nos apprenants. Ce qu'on a compris à travers toutes les études qui ont été faites avec les neurosciences, c'est qu'il y a tellement de façons d'apprendre différentes ou de manières de fonctionner différentes que c'est difficile de catégoriser les gens on ne peut pas vraiment, dresser des portraits types d'élèves ou des modèles types d'élèves. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que, dans le fond, on pourrait préparer nos activités en fonction plus de viser des zones cérébrales, d'activer certaines zones cérébrales, dépendamment aussi du mode de fonctionnement des gens. Donc, la première zone qu'on présente, c'est le quoi. Donc, cette zone-là touche les concepts du quoi. Donc, par exemple, c'est sur les objets d'apprentissage, sur les moyens d'apprentissage. Le deuxième concept, lui, il rejoint plus le comment. Donc, comment faire, comment appliquer les stratégies, par exemple. Et le troisième, lui, il rejoint plus le pourquoi, la zone du pourquoi. Donc, donner du sens aux activités, donner la finalité de ce qu'on est en train de faire. Ça permet aussi aux gens de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et de trouver aussi des façons pour pouvoir répondre aux objectifs des activités qu'on leur présente. On va rentrer un petit peu plus dans le quoi. Le quoi, lui, il touche le contenu d'apprentissage pour permettre aux élèves d'acquérir des renseignements sous diverses formes. Donc, par exemple, on pourrait dire, par exemple préciser les attentes, par exemple, de fin de cours avec un élève, les objectifs d'une activité qu'on va présenter. On pourrait très bien mentionner aux élèves qu'est-ce qu'ils auront à apprendre au cours de l'activité qu'on va présenter. Ça donne du sens, mais en même temps, ça précise ou ça peut calmer, par exemple, du point de vue de l'anxiété, ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi comme apprenant quand je suis au clair, finalement, sur ce que j'aurai à faire ou sur ce que j'aurai
à accomplir, ça calme beaucoup, mettons, les stratégies, ou ça calme beaucoup l'angoisse, mettons, chez les participants. Oh, excusez-moi, j'ai été trop vite. On peut maintenant, ce sont quelques exemples, offrir des documents de référence sous forme séquentielle et schématique, comme des plans de cours, des fiches de suivi, des feuilles de route, des échéanciers. Donc, si par exemple, dans une activité communautaire que vous présentez, cette activité-là, elle se fait, par exemple, c'est une série, par exemple, d'activités que vous commencez avec un groupe, présenter le plan de ce qui sera à faire ou encore une petite feuille de route d'accomplissement. Donc, jour 1, il va se passer telle chose, jour 2, ça sera telle autre chose. Ça facilite beaucoup l'activité cognitive des gens au sens où ça permet finalement aux gens d'avoir une vision de ce qui s'en vient et de ce qui les attend. Offrir des modèles, des démarches pour les longs projets, comme des méthodes, des plans de travail, des stratégies aussi, je dirais, pour montrer des façons de faire aux gens. C'est très utile. Puis, ça permet aussi d'offrir une flexibilité ou une diversité aussi dans l'adaptation. Par exemple, dans les méthodes de travail ou les plans de travail, on peut permettre aux apprenants de présenter, par exemple, leur travail d'une façon différente, en leur offrant des choix sur, par exemple, la façon de fonctionner ou les stratégies employées. On peut varier les contextes, les méthodes, les techniques d'apprentissage, par exemple en faisant de l'enseignement explicite, en faisant des nouvelles stratégies qu'on appelle de classe inversée, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, par exemple, de s'approprier certains concepts, par exemple à la maison, puis ensuite en classe, on en discute, on échange sur le sujet pour préciser la pensée. Donc, il y a des gens qui fonctionnent très bien de cette façon-là, qui sont plus autodidactes, mais qui ont besoin d'aller confirmer ce qu'ils ont compris, par exemple, d'un concept. Donc, ça aide beaucoup pour l'intégration des savoirs. Utiliser des différentes technologies de l'information, des supports visuels, par exemple, permettre aux élèves d'utiliser, par exemple, un ordinateur pour présenter des travaux ou peu importe. Et c'est sûr, je reviens encore à ce point-là, d'avoir un portrait de classe afin de faciliter la planification de nos activités. Donc, c'est sûr que si on sait qui est devant nous, ça va nous aider beaucoup à offrir aux gens une diversité de choix ou de stratégies ou de parcours pour en fait aller répondre aux besoins de chacun. Alors, pour l'autre question importante, c'était le comment. Juste avant de commencer avec le comment, je vais vous revenir un petit peu sur ce que Mireille vient de dire parce que je trouve que les éléments qu'elle a mentionnés ont un lien direct avec ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire le développement de l'autonomie de la personne. Les personnes ne sont plus en attente que quelqu'un réponde à un besoin spécifique qu'ils ont. Avec les outils qu'il y a devant eux, on leur demande eux-mêmes de se mettre en action, de prendre position directement. Donc, le développement de l'autonomie et le fait de se sentir un peu différent, exclu, diminue à ce moment-là parce que je suis capable d'aller me chercher les outils que j'ai besoin pour apprendre. Dans le comment, maintenant, évidemment, ça touche le mode d'apprentissage. Donc, on essaie de fournir aux apprenants différentes manières de démontrer leur savoir. Ce qui est assez nouveau, là, au Québec, on a été pendant longtemps assez rigide dans la façon de démontrer ton savoir. Mireille et moi, on travaille en adaptation scolaire depuis longtemps. C'est un élément avec lequel on est souvent appris, surtout dans le cadre de l'évaluation. Nos évaluations sont souvent encore beaucoup papier-crayon, alors qu'il y a plein d'autres façons de démontrer qu'on a appris quelque chose. On n'est pas toujours obligé de répondre à une question, on n'est pas obligé toujours d'écrire quelque chose. Il y a différentes façons de faire. Et quand on se dit qu'il y a différents apprenants devant nous, bien, il va falloir penser aussi que ces apprenants-là ont différentes façons de nous représenter qu'ils ont fait un apprentissage. Donc, on est dans le comment faire. On va passer à la diapo suivante qui va nous donner un petit peu des modes d'action et d'expression qui pourraient être utilisés. Comme là, encore une fois, la deuxième partie est toujours basée sur des exemples. Enseigner de façon explicite. L'enseignement explicite, Mireille va en parler tantôt par rapport à un auteur qui s'appelle Hattie. C'est l'élément qu'on retrouve là, quand même depuis, je dirais, là, plusieurs années
qui fait vraiment ses preuves pour démontrer que les gens apprennent. Quand on utilise la méthode de l'enseignement explicite, c'est ce qui semble porter le plus fruit présentement là, dans les études qu'on peut aller lire. Donc, comment ça fonctionne? C'est que la personne qui maîtrise déjà le savoir, donc si c'est l'animateur d'un atelier, si c'est un enseignant, si c'est quelqu'un dans un groupe communautaire qui va être en avant du groupe, c'est lui qui a organisé les choses. Donc, on commence toujours avec la modélisation. On montre aux gens qui sont devant nous comment faire pour avoir la réponse exacte à une situation, à une question, à un problème. Après ça, on passe à l'étape de la pratique guidée. Donc, cette fois-là, ce n'est plus seulement la personne qui est en avant qui modélise, mais c'est aussi l'apprenant et la personne qui est en avant qui travaille en collaboration pour amener la personne à devenir autonome, à trouver elle-même la réponse à la situation ou à la question. Et ça se termine par une pratique autonome où l'apprenant doit faire la preuve un peu qu'il a bien maîtrisé ce qui doit être acquis dans cet apprentissage-là. Donc, les 3 étapes sont essentielles dans l'enseignement explicite et les 3 étapes donnent des fruits chez la majorité des élèves. On garde toujours l'idée qu'il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de services spécialisés, très spécialisés. On essaie uniquement, quand on se disait tantôt, d'essayer de diminuer les services spécialisés, on essaie justement que les services spécialisés soient réservés aux personnes qui vont en avoir absolument besoin et que les autres vont pouvoir, grâce à plusieurs méthodes différentes d'apprentissage, de réussir à avoir, par exemple, si c'est un examen de français ou un examen de mathématiques, qui vont être capables de réussir cet examen-là. Se servir de la collaboration d'équipe pour noter les informations. Donc, si on a des gens, par exemple, ça nous arrive beaucoup en formation générale adulte, des gens pour qui l'écriture, ce n'est pas l'étape la plus facile pour eux, la prise de notes, tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas penser à une prise de notes collective? Pourquoi on ne pourrait pas penser à une équipe de preneurs de notes qui se partagent un peu les notes et que les gens qui ont de la difficulté, par exemple, à écouter, à prendre des notes en même temps, ils vont se concentrer sur l'écoute, puis quelqu'un prend des notes pour eux qu'ils vont pouvoir relire. Donc, à ce moment-là, ça ne prive pas personne d'un aspect du travail et ça donne la possibilité à la personne qui aurait eu plus de difficultés à avoir des notes qui vont être écrites par quelqu'un d'autre. Donc, à la limite, vous voyez que c'est déjà d'ouvrir un petit peu vers des méthodes différentes de ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'on fonctionne encore beaucoup de façon très individuelle, tout le monde fait ses choses. Je pense que la CUA prône un peu justement d'aller vers le travail d'équipe et la collaboration. Le troisième élément, permettre aux élèves de proposer des modes d'expression. Là, on est vraiment au niveau de l'école québécoise dans quelque chose qui a besoin d'être développé beaucoup parce qu'on est encore beaucoup vers, par exemple, remettre un travail écrit. Sauf que si moi, l'écriture, c'est mon problème majeur, quand j'ai cet objectif-là de remettre un travail écrit, on pourrait se dire « Ah non, tout le monde remet un travail écrit, c'est ce qui est demandé à tout le monde. » Mais si moi, ma difficulté, elle m'empêche de rendre un travail écrit, de la même façon que quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème en écriture, bien, pourquoi je ne pourrais pas avoir la possibilité de présenter mon travail sous une autre forme que la forme écrite? Parce que qu'est-ce que je veux? Ce n'est pas de voir si quelqu'un est capable de tracer ses lettres et d'écrire des mots. Ce que je veux, c'est avoir accès au contenu de ce que la personne a écrit. Donc, à la limite, c'est sûr que si je lui permets de me dire ça de différentes façons, je vais avoir accès à ce qu'elle veut me dire, mais elle ne sera pas obligée de l'écrire si c'est l'écriture qui est son problème. Donc, peut-être d'utiliser un PowerPoint, une bande dessinée, un schéma, une vidéo. Donc, plusieurs façons d'exprimer ce qu'elle a à exprimer. Ça permet aussi à la personne de ne pas se sentir un peu, de ne pas être capable de répondre aux attentes de ce qui lui est demandé. Et le dernier, qui est très central, qui est très important au niveau de la conception universelle de l'apprentissage, on a failli d'ailleurs choisir une petite vidéo là, qui parlait beaucoup de l'utilisation des technologies de l'information. Donc, c'est sûr que les technologies, ça rejoint quand même beaucoup la génération qui est là devant nous à l'école présentement. Donc, c'est sûr que si on réussit à inclure l'utilisation des technologies de l'information pour pouvoir exprimer un message, démontrer sa connaissance et tout ça, c'est sûr que c'est très aidant pour les élèves que ça rejoint ces modes d'expression-là. On va passer. Vas-y, Mireille. Oui, j'aurais aimé ajouter un petit quelque chose qui mentionne, Jacques. Quand on parle, par exemple, d'enseignement explicite, de collaboration, puis de mode d'expression, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que la recherche démontre aussi que agir sur par exemple,
les zones cérébrales qui suscitent davantage la collaboration, par exemple, ou encore le fait d'activer des processus plus métacognitifs. On va le faire quand on fait, par exemple, de l'enseignement plus explicite. On va souvent imager aussi, l'enseignant va imager, par exemple, comment il procède pour résoudre un problème, par exemple, ou pour comprendre un texte. Il va verbaliser, disons, sa façon de faire ou ses stratégies. Il va les verbaliser. Puis, il donne un modèle à l'élève en faisant ça. Puis, il invite aussi l'élève à faire la même chose. Donc, on appelle ça la métacognition. C'est comme avoir un regard, finalement, sur notre manière d'apprendre. Puis, on se rend compte avec les recherches que le fait d'activer ces zones-là, non seulement ça aide l'élève à mieux comprendre et à mieux apprendre, mais en plus, ça maintient son engagement scolaire. Donc, ça a une influence sur sa façon de percevoir la tâche qui est à faire et sa façon aussi de percevoir sa compétence à faire la tâche. Donc, on peut aider l'élève à mobiliser, par exemple, ses ressources. Les ressources qu'il a, qu'il possède, et parfois, il ne sait pas trop comment aller les mobiliser. L'enseignant peut le guider dans cette réalisation-là, dans le fait de réaliser qu'il est capable, par exemple, de mobiliser certains éléments en lui qu'il possède pour pouvoir résoudre une tâche ou un problème. Donc, ça agit sur le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève. Donc, ça active tous les processus de motivation et par ricochet d'engagement scolaire. Donc, c'est pas peu dire quand même le fait d'utiliser ces stratégies-là. C'est pas juste pour inclure les gens dans notre classe, ça a aussi un effet sur l'apprentissage et la réussite des élèves. Donc, c'est quand même important. Oui, c'est important ce que tu viens de dire, Mireille, par rapport au discours intérieur un peu auquel on avait très peu accès avant l'arrivée de l'enseignement explicite. C'est-à-dire, je donne un exemple d'un problème, par exemple, de mathématiques ou de sciences. Ce qu'on avait souvent, c'est que l'élève devait répondre à une consigne. On donnait un problème mathématique ou un problème scientifique. Il y avait la consigne, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que j'attends comme résultat. Et on avait le résultat qui était en bas. Et on se disait, bien maintenant, c'est mieux parce que l'élève est obligé de nous laisser des traces, donc il ne donne pas une réponse sèche. Par exemple, j'invente quelque chose de très simple, 2 fois 2 égale 4. Donc, on avait la possibilité de répondre 4. Si on ne répondait pas 4, on répondait 3, mais on disait, bien, c'est pas bon, il n'y a pas la bonne réponse. Sauf que l'enseignement explicite, quand on essaie de voir qu'est-ce que la personne a pensé quand elle faisait son problème, ça nous permet de savoir où est-ce qu'elle a dévié, où est-ce que ça a commencé à ne pas aller bien. Donc, à la limite, c'est sûr que si je demande à l'élève qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ton problème et qu'il me dit avec des mots qu'est-ce qu'il a fait, je peux déjà avoir un accès à « Oh, ça a bien été la première étape, mais tu vois, quand tu me dis ça, c'est là que ça n'a pas bien été la deuxième étape. » Donc, c'est sur la deuxième étape qu'on va travailler et non pas sur l'ensemble ou de lui donner seulement « tu as une mauvaise réponse ». Donc, ça donne effectivement, comme Mireille disait, la possibilité à l'élève d'avoir accès à une réussite, peut-être pas la réussite totale, globale, mais au moins de savoir que ce bout-là, il l'a réussi. Et c'est sur ce deuxième bout-là qu'il doit travailler. Donc, ça, c'est très intéressant comme façon d'aborder aussi l'apprentissage, de demander à la personne de nous dire ce qu'elle a fait, de verbaliser ce qu'elle a fait. Ça, c'est un accès, effectivement, quelque chose duquel on ne se souciait pas beaucoup avant. On attendait de voir la réponse, puis on disait c'est bon ou c'est pas bon, mais on ne savait pas où est-ce que ça avait bloqué. On va passer maintenant au pourquoi, qui est si important quand on apprend, donc qui est le troisième élément. Donc, touche la raison de l'apprentissage en vue d'exploiter les champs d'intérêt, de stimuler de manière appropriée, d'inciter à apprendre. On se rend compte, Mireille et moi, on travaille avec les adultes depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Le pourquoi, c'est important quand on travaille avec les plus jeunes, primaires, secondaires, tout ça, mais le pourquoi, quand on travaille avec les adultes, devient carrément central. C'est-à-dire, on est avec des gens souvent qui vont avoir eu des difficultés scolaires pour une grande partie d'entre eux, et s'ils reviennent vers l'école, c'est en même temps pour savoir pourquoi on leur demande de faire tel apprentissage. Lorsqu'on est rendu un adulte, on veut savoir, tu me demandes d'apprendre ça en chimie ou tu me demandes d'apprendre ça en mathématiques, mais pourquoi j'apprendrais ça? Si je sais ce que ça va, c'est où cet apprentissage-là dans mon processus d'apprentissage, dans
dans ce que je dois apprendre, ça va beaucoup aider à m'investir dans mon apprentissage. Si je ne sais pas pourquoi je fais quelque chose, je te demande juste de le faire. Fais-le, pose-toi pas de questions. Ça demeure un élément qui est très problématique chez certaines personnes. Puis les humains, en général, on a besoin de savoir pourquoi on fait telle chose. Quand on donne du sens à ce qu'on fait, ça nous aide énormément à s'investir, à demeurer motivé, puis à chercher à réussir. Si je ne sais pas pourquoi je fais quelque chose, mais déjà, je n'ai pas beaucoup de motivation, je ne m'investirai pas dans mon apprentissage et je vais souvent, même à la limite, décrocher. Je vais souvent me dire, ça sert à quoi de faire ça? Je ne sais pas à quoi ça sert, donc je ne le ferai pas. Donc, le pourquoi devient central dans cette question-là. On va regarder maintenant des exemples du pourquoi. Alors, que ce soit en classe, que ce soit si vous animez quelque chose dans votre organisme communautaire ou dans l'endroit où vous travaillez ou tout ça, ou si vous faites du bénévolat et que vous animez quelque chose, donnez les intentions de travail. Donc, je veux arriver à quoi? Avec ce qu'on fait présentement, je veux arriver à quoi? Comme nous, aujourd'hui, on vous a dit ce à quoi c'était quoi l'objectif de l'atelier? On ne veut pas que les gens deviennent des spécialistes de la conception universelle de l'apprentissage. On n'en est pas nous-mêmes des spécialistes. Sauf qu'on voudrait que vous sortiez de l'atelier d'aujourd'hui en ayant une idée de c'est quoi la conception universelle de l'apprentissage, des principaux concepts, des principaux principes qu'il y a derrière ça, et d'avoir des exemples de comment je pourrais le transférer dans mon lieu de travail, dans mon lieu d'activité que j'ai, soit de jour, de soir, le week-end. Donc, à la limite, déjà donner une intention de pourquoi on est en train de faire un atelier ensemble aujourd'hui. C'est sûr que ça permet, pour peut-être une partie d'entre vous, de rester plus attentif, d'essayer de voir, ce qu'il vient de me dire, ça, je pourrais l'adapter dans l'atelier que je vais donner en fin de semaine. Okay? Donc, à la limite, quand on sait ça, on risque de demeurer plus attentif, plus motivé et de vouloir poser des questions et s'investir dans ce qu'on est en train d'apprendre. Deuxième chose, permettre aux élèves de proposer des moyens de présentation. C'est-à-dire, on a été beaucoup dans l'école québécoise avec une espèce de présentation d'un format très précis et on n'a pas beaucoup encouragé les gens à nous présenter la façon qu'ils ont d'apprendre de façon diversifiée. On leur demandait toujours de présenter les choses de façon un petit peu égale. Avec les technologies de l'information aujourd'hui et avec la facilité que les gens ont à apprendre avec les technologies de l'information, c'est sûr que ça ouvre des portes beaucoup plus larges et ça permet effectivement, moi je trouve, d'augmenter énormément la créativité quand on nous présente les résultats d'un apprentissage au lieu de toujours y aller avec papier-crayon et tout ça. Donc, on demande aux gens, toi, je te donne cette intention-là, tu dois me donner un résultat. Qu'est-ce que ça pourrait être la façon dont tu vas me présenter ton résultat? Puis là, on pourrait avoir des très belles propositions de gens et ça irait tout à fait avec la diversité d'apprendre. Donc, quelqu'un va nous dire que lui, c'est à l'écrit qu'il voudrait nous présenter ces choses. L'autre, c'est de façon orale. L'autre, c'est de façon visuelle. L'autre, c'est de façon picturale, avec un dessin ou quoi que ce soit. Donc, demandez aux gens comment ils veulent nous proposer leurs résultats. Et le troisième, prévoir des moyens de rétroaction. Donc, à la limite, il faut être capable aussi de réagir, puis ça, on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, mais quand on dit l'évaluation en apprentissage, il faut être capable toujours d'accompagner la personne pendant qu'elle nous produit quelque chose pour voir comment on peut avoir une rétroaction, puis comment lui aussi, cette personne-là, l'apprenant, est capable lui-même de rétroagir par rapport à ce qu'il est en train de faire. Être capable de se regarder, travailler, puis de dire, oh non, ça, je vais me réajuster. Donc, c'est un élément central, c'est un élément qui est très puissant d'être capable soi-même de se dire comment je suis en train d'apprendre, oups, là, je m'égare un peu, je vais me recentrer. Cette façon-là encourage énormément l'autonomie puis la réussite. Donc, il y a différentes façons avec le livre de bord, la lettre à l'enseignant, un registre des bons coups, des difficultés. Il y a toutes sortes de façons là, qui peuvent être ramenées pour faire de la rétroaction à la personne qui est en train de faire un apprentissage. On va y aller avec la façon suivante. Donc, quelques pistes. Ça, c'est des pistes très, très, très générales. S'assurer que l'élève a une bonne vision, donc le placement stratégique. C'est un peu, vous allez me dire, mon Dieu, c'est un peu précis comme méthode. Il faut se dire que quand on est dans un groupe d'apprenants, selon notre mode d'apprentissage, l'endroit où est-ce qu'on est assis dans un groupe peut être très important
peut être très facilitant pour apprendre ou au contraire peut être très dérangeant. Je prends par exemple quelqu'un qui aurait des troubles déficitaires de l'attention, il n'a pas besoin d'être hyperactif, là, mais il a la difficulté à rester concentré, à rester attentif. C'est sûr que si cette personne-là est assise en arrière du groupe, tout ce qui est devant elle devient une source pour se déconcentrer. Quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui joue avec son cellulaire, un auto qui passe dans la rue. Donc, à la limite, on se dit, oui, mais c'est à la personne à choisir sa place privilégiée pour bien apprendre. Sauf que quand on est avec des gens qui ne connaissent pas ce principe-là, peut-être qu'on peut les guider là-dedans, peut-être qu'on peut placer notre classe en fonction des gens, effectivement, en se disant, oh, les gens qui ont besoin de ne pas avoir un accès, par exemple, aux fenêtres pour ne pas être dérangés par ce qui se passe dans la rue, bien, je vais mettre les chaises de cette façon-là. Comme ça, eux, ils vont pouvoir s'asseoir ici et ne pas être dérangés. Donc, je vais préparer mon local en fonction de l'ensemble des gens qui vont venir devant moi, puis peut-être en les guidant, leur disant, ceux qui sont un petit peu plus distraits par ce qui se passe autour, vous pourriez vous asseoir ici, vous allez avoir moins de sources de distraction. Donc, déjà, être capable d'aider les gens à bien choisir leur place pour demeurer concentrés, demeurer attentifs. S'assurer que le matériel est à portée de tous, c'est central. Si vous pensez à diversifier le matériel qui est à la disponibilité des gens, il faut absolument qu'il soit là et que les gens soient capables de l'utiliser. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, avec des outils technologiques, ça ne se peut pas que la première fois, je mette une tablette ou un ordinateur avec un logiciel, puis je demande à quelqu'un, tu as juste à aller utiliser ça s'il ne sait pas comment l'utiliser. Donc, il faut qu'il soit disponible, mais il faut aussi que la personne sache comment utiliser cet outil-là. S'assurer de l'ergonomie de travail, donc à la limite que toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques au niveau des outils de travail qui sont devant eux soient là. C'est-à-dire que si c'est par exemple une chaise spécifique, si c'est un plan de travail pour les élèves qui auraient des difficultés au niveau motrice, tout ça, donc que tout soit là. On a mentionné l'aménagement de la classe qui soit varié. Un babillard d'information, développer l'autonomie, que les gens ne soient pas toujours obligés d'aller demander à la personne qui est en avant où est-ce que c'est écrit ce que tu as dit, comment je fais pour trouver l'info, que les personnes soient capables déjà d'aller chercher l'information qu'ils ont besoin sans avoir toujours un recours à la personne qui est en avant. Encore une fois, encourager l'autonomie, encore une fois, dégager la personne qui est en avant de répondre à 1000 questions. On met l'information en place et les personnes vont y avoir recours par eux-mêmes quand je vais leur avoir dit comment et qu'est-ce qu'il y a comme information de disponible. Prévoir un espace pour une banque de ressources, donc à la limite, même chose, de mettre en place dans mon local, dans ma classe, dans mon lieu d'atelier, si j'en ai un, tout ce qui est disponible pour que quand les personnes vont en avoir besoin, ils vont aller chercher eux-mêmes les outils qui les aident parce qu'ils les connaissent. Ils disent, moi, quand j'utilise cet outil-là, je le sais que ça me donne des résultats positifs, mais je vais aller utiliser cet outil-là. Alors que ce n'est peut-être pas du tout le même outil pour la personne qui est assise à côté d'eux. Donc, vous voyez que c'est un ensemble d'éléments. On va passer maintenant à l'autre aspect qui était l'aspect de la sécurité que je vais vous présenter. Oui, donc c'est un autre aspect intéressant de la conception universelle de l'apprentissage. Ça concerne la sécurité. En fait, c'est le volet émotionnel pour l'élève. Puis John Hattie, lui, voyons, je m'excuse, il parle de l'effet enseignant. Donc, toute cette relation-là qu'on va développer, par exemple, de l'enseignant à l'élève ou du responsable de l'activité à l'apprenant ou à la personne qui vient suivre un atelier. Donc, toute cette relation-là qu'on peut développer avec les gens permet finalement d'avoir une possibilité de sécuriser l'apprenant, l'élève, et aussi d'avoir un impact sur son apprentissage. On dit souvent qu'on apprend bien quand on aime. Et c'est vrai que ça se passe vraiment comme ça. Si on n'aime pas quelque chose ou si on n'aime pas trop l'endroit où on est, ou même des fois la personne, on n'a pas d'affinité trop avec la personne, c'est plus difficile d'avoir une ouverture pour accueillir ce que la personne nous présente. Donc, John Hattie, il a réalisé au cours de plusieurs méta-analyse qu'il a fait dans plusieurs écoles, à toutes sortes de niveaux aussi, que ce soit au primaire, au secondaire, chez les adultes ou autres catégories de personnes, que cette relation-là du maître avec son élève est prioritaire et va avoir un impact majeur sur la possibilité d'apprendre de l'élève.
On nous dit même que, tout à l'heure, Jacques il parlait de rétroaction, on a parlé de métacognition, tout ça. Tout va se passer beaucoup dans la relation aussi. Quand on va offrir une rétroaction à notre élève, la relation qu'on a, ça va refléter beaucoup le type de relation qu'on a avec notre élève, la façon dont on va rétroagir. Si on a une rétroaction qui est plus condamnante, si je peux dire, ou plus jugeante envers notre élève, ça peut créer des fermetures. Si on a plus une rétroaction qui vise plus la compréhension de l'élève, ça peut favoriser une ouverture de l'élève. Donc, demander à l'élève pourquoi, par exemple, il nous donne cette réponse-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait son cheminement, explique-moi, montre-moi comment tu t'y es pris. C'est beaucoup plus efficace que de dire à l'élève, là, c'est pas bon, là, tu vois, tu as 6 sur 10, là, il faut que tu reprennes, ton texte est incomplet. On ne sait même pas qu'est-ce qui est incomplet dans le texte, on ne sait même pas est-ce que ce sont des éléments du point de vue de l'organisation, est-ce que ce sont des éléments du point de vue de mon introduction. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, donc l'élève ne sait pas sur quoi qu'est-ce qu'il doit corriger au juste. Donc, ça peut plus créer une fermeture qu'une ouverture. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Lui, assis, au travers de ses méta-analyses, il a répertorié des éléments qui ont vraiment un impact sur l'apprentissage des élèves. Il y avait plusieurs éléments qui sont ressortis. Je pense qu'il y en avait quelque chose comme une vingtaine ou peut-être même une trentaine d'éléments. Mais les principales, celles qui avaient vraiment le plus d'incidence, c'était ceux que je vous présente aujourd'hui, qui sont la rétroaction de l'enseignant. Donc, comment l'enseignant va s'y prendre pour aller chercher l'information chez l'élève ou comprendre l'élève, comprendre le mode d'apprentissage de l'élève ou le mode de compréhension de l'élève. L'enseignement des stratégies en situation de résolution de problèmes. Donc, ça aussi, de montrer à l'élève comment il peut résoudre une situation. Là, on parle d'une situation de résolution de problème. Souvent, on va penser aux mathématiques, mais en réalité, la résolution de problèmes s'applique à plusieurs sphères d'apprentissage, même à la lecture. Parce que quand on nous présente une activité où on doit répondre à des questions, ça peut être perçu comme une situation problématique. Donc, c'est une situation de résolution au sens où on doit chercher ou trouver de l'information dans un texte qui est souvent pas nécessairement explicite. Donc, ça va nécessiter d'aller mobiliser des stratégies autres que juste du repérage, par exemple, dans un texte. Ça va aller nécessiter, par exemple, des stratégies qui sont plus d'ordre de la compréhension. Donc, si on ne les enseigne pas à nos élèves, ces stratégies-là, ça peut être une barrière ou un empêchement à la réalisation de l'activité. D'enseigner de façon explicite, ça aussi, Jacques en a parlé tout à l'heure, à quel point c'est un des éléments qui était fondamental de guider l'élève, de modéliser, de guider, d'accompagner l'élève. C'est ça, en fait, c'est cette combinaison-là qui va conduire l'élève ou l'apprenant vers une autonomie. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on le dit à l'élève qu'il va le faire. Il faut lui expliquer comment faire, il faut imager notre pensée, il faut l'accompagner dans cette résolution-là, puis on peut aussi le faire d'une façon, par exemple, semi-autonome, au sens où l'élève, par exemple, on peut mettre l'élève en situation de résolution de problème ou d'activité, mais il va le faire avec une autre personne, un autre élève ou une petite équipe. Donc, ça va lui donner, ça va renforcer finalement sa compréhension dans la façon de résoudre l'activité ou le problème. Et ensuite, on va passer à une pratique qui est plus autonome. Donc, on va y aller comme par étapes finalement. C'est pas simplement, je présente une activité, puis ensuite, je donne une série d'activités ou d'exercices à résoudre. Donc, il y a toute une série d'étapes entre le fait de présenter et le fait de résoudre de façon autonome des problématiques, des situations quelconques. La formation continue des enseignants. Ça aussi, c'est important
à la commission, pas à la commission scolaire, je me mélange encore, je m'excuse pour ça. Au centre de service scolaire, c'est quelque chose sur lequel nos patrons se penchent beaucoup d'offrir finalement des plans de formation pour l'ensemble du personnel. Donc là, ici, on mentionne la formation continue pour les enseignants, mais on nous offre à nous aussi, en tant que professionnels, tout au cours de notre année, un plan de formation. Pourquoi? Pour nous aider finalement à rester actifs du point de vue de ce qui se passe ou du point de vue de la recherche, puis d'intégrer ces nouvelles stratégies-là dans nos approches avec les gens. Puis on essaie de tendre vers ça aussi, vers les enseignants, parce que pour favoriser finalement un développement professionnel chez nos enseignants. La façon dont on enseignait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne dis pas qu'elle n'est plus bonne, mais donc elle peut être bonifiée par des approches différentes ou des approches novatrices, dont, entre autres, la conception universelle de l'apprentissage. C'en est une approche novatrice sur laquelle on peut s'appuyer pour innover ou en tout cas du moins aller rejoindre davantage l'apprentissage ou en tout cas éveiller davantage l'apprentissage chez nos élèves. On mise aussi beaucoup, en tout cas du moins ce qui va favoriser beaucoup la réussite des élèves, c'est les programmes qui encouragent la lecture. Parce que on voit que la lecture, dans les programmes de formation de l'École québécoise, c'est défini comme une compétence disciplinaire. Mais en réalité, on pourrait penser que la lecture, ou même, en tout cas de plus en plus, on perçoit la lecture comme une compétence transversale, au sens où, dans toutes les sphères d'activité de l'élève, la lecture est mobilisée. Ici, en mathématiques, il y a des situations à lire, parfois, surtout avec les nouveaux programmes, des situations parfois qui sont très longues à lire, puis à comprendre, aussi à décortiquer, à analyser. Donc, ça demande des stratégies de lecture qui sont assez, je dirais, au point, si on veut que l'élève arrive à réussir en mathématiques. C'est la même chose pour les sciences, c'est la même chose pour, par exemple, l'histoire, la géographie, peu importe la matière qu'on enseigne, ou peu importe ce qui est présenté à l'élève, des concepts reliés à la lecture sont centraux. Donc, on dit que plus on met l'emphase sur les activités de lecture en classe, la verbalisation, par exemple, de ce qu'on comprend dans une lecture, ça soutient l'apprentissage dans toutes les sphères d'apprentissage de l'élève. Et bien sûr, la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève qui permet cette sécurité-là, de se sentir en sécurité dans notre milieu, dans notre classe, dans l'activité qu'on fréquente, de se sentir accueilli, de se sentir comme faisant partie de l'ensemble, de savoir que même si on éprouve des difficultés, qu'on va trouver dans notre milieu, dans notre environnement, des appuis, des supports pour nous aider, pour nous venir en aide, puis de ne pas avoir l'impression qu'on dérange parce qu'on vit une situation qui est considérée comme un handicap. Donc, tous ces éléments-là font partie finalement de la relation qu'on va établir avec nos apprenants tout au long des activités qu'on présente, tout au long de notre année scolaire avec eux. Et on termine. En fait, oui, c'est ça. Jacques, est-ce que tu veux le présenter? Ou, juste pour vous mentionner qu'on arrive à la dernière diapositive. Donc, on a fait un petit peu le tour de la question. Vous avez vu évidemment que le principe général, c'est l'abolition le plus possible des barrières pour arriver à une inclusion. Donc, on n'est pas encore une fois dans un aménagement de « je t'accepte parce que tu es différent, je vais te donner un aménagement spécifique parce que tu es différent ou différente », mais plutôt, je vais penser l'apprentissage comme possible pour tout le monde et à l'intérieur de ça, je vais essayer d'exclure ou de diminuer le plus possible les obstacles à l'apprentissage. Donc, vous voyez dans le petit dessin qu'on a choisi, qui est un dessin qui est qui a circulé beaucoup là, quand on parle d'égalité, d'équité et de conception universelle de l'apprentissage. La réalité, c'est qu'effectivement, les gens
on voit ici, par exemple, qu'ils sont de tailles différentes, mais c'est évidemment symbolique pour montrer qu'il y a une diversité d'apprenants. Puis je vais laisser Mireille vous présenter un petit peu les 3 dessins qui nous mènent à la conception universelle. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on parle beaucoup d'égalité, d'équité, puis bon, tout ça, c'est tous des bons concepts aussi. Là. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas des bons concepts, mais en réalité, quand on instaure l'égalité pour tous dans nos classes, on pourrait penser que c'est prendre un moyen et, par exemple, si on pense, par exemple, aux mesures d'adaptation, on pense, mettons, au tiers-temps qu'on ajoute au temps, mettons, pour faire une activité ou pour faire un examen. Bien, ça ne veut pas dire que même si je donne 20 minutes de plus, parce que normalement, c'est 1 heure pour faire l'examen, puis que là, je donne 1h20 à tout le monde, que mes élèves vont tous réussir de façon égale. Donc, ce n'est pas parce que je donne 20 minutes de plus à tout le monde que ça va aider tout le monde. Parce que ce 20 minutes de plus-là, pour une personne, par exemple, peut être très utile parce qu'il est plus lentement, il a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre, il faut qu'il prenne le temps de réfléchir. Donc, s'il y a un 20 minutes de plus, bien, ça va l'aider, ça va diminuer son stress aussi. Ça va lui donner le temps, par exemple, de finaliser son examen. Mais pour un autre élève, là, ça peut être un 20 minutes de plus à regarder son examen sans pas comprendre, parce que c'est pas ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de passer plus de temps devant son examen, c'est pas ça. Il a besoin d'une autre mesure pour l'aider. Quand on parle du principe d'équité, c'est que là, on va commencer à varier les choses pour que nos élèves commencent à aient une vision plus égale, par exemple, de ce qui se passe devant eux. C'est très bien aussi parce que ça permet de varier nos interventions avec les élèves. Puis c'est bon aussi. Mais ça, on va le faire plus souvent dans un principe où on accueille nos élèves, puis on évalue un petit peu chacun de leurs besoins. Et là, on ajoute des mesures pour aider en particulier ces élèves-là. On est plus comme dans la différenciation ici. Tandis que la conception universelle d'apprentissage, elle ressemble beaucoup au principe d'équité, en fait. Sauf que c'est planifié en fonction de l'ensemble des besoins des élèves et c'est planifié à l'avance. Donc, quand tout à l'heure, Jean, qui vous l'a bien expliqué, quand il disait, mais quand on monte une activité pour des apprenants, ben, on peut penser, par exemple, qu'est-ce qu'on va présenter, quelles sont nos finalités, qu'est-ce qu'on veut faire apprendre, ou qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens qui sont devant nous. Alors là, on va penser à toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour que tout type d'apprenant qui est devant nous puisse avoir accès à l'information et se sentir, mettons, compétent dans la compréhension là, de ce qui se passe devant eux. Donc, quand on est dans la conception universelle de l'apprentissage, on est beaucoup dans la planification en amont des éléments plutôt que dans la réaction sur le moment. Quand la situation se présente, puis qu'on a une réaction, puis là, on se dépêche de mettre quelque chose en place pour nos élèves. Donc, voilà. Alors, ça fait un peu le tour là, de ce qu'on voulait présenter. Je pense qu'on a déjà presque rempli tout notre temps. Donc, oui, on est bon. On arrive pile. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires. Peut-être juste, si ça ne vous dérange pas, je me départagerai pour pouvoir vous voir parce que moi, avec le diaporama, je ne vous vois pas. Je vais juste... Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires... Ben, merci beaucoup à vous deux. Il y a une question. Donc, c'est Christine Demers qui pose la question: comment intégrer les surdoués ou ceux qui apprennent rapidement? J'ai manqué des bouts si ça n'avait pas été abordé déjà. Sinon, je vais réécouter la conférence. OK. Bien, c'est sûr qu'il y a la question des gens qui apprennent rapidement. On l'avait un petit peu dans l'exemple de la vidéo avec le bateau. Quand on voyait qu'il y avait un des élèves là, qui, en 15 minutes, il apprenait tout, puis il passait le reste de son temps, souvent à ne pas savoir un peu comment utiliser son temps, parfois en dérangeant ou ces choses-là. C'est clair que la conception universelle de l'apprentissage, comme on a dit, ce n'est pas une stratégie pédagogique comme telle. Hein. C'est une façon d'envisager mon groupe qui est devant moi et comment je vais organiser mes activités. Donc, je pense que Mireille vient de le mentionner, là, c'est en pensant à différentes choses qu'on va mettre en place en amont, c'est-à-dire avant que mon activité commence,
si j'ai des élèves qui sont très rapides, je vais avoir des activités de perfectionnement qui vont être déjà disponibles. Je vais avoir des activités, par exemple, on fonctionne beaucoup au niveau du primaire, peut-être un peu moins du secondaire, mais du primaire, avec une échelle au niveau de l'apprentissage. Je me dis que si je fais une activité de français, par exemple, si mes élèves se rendent jusqu'à l'étape A, c'est correct. S'ils se rendent à l'étape B, c'est encore mieux. Puis s'ils se rendent à l'étape C, ça, c'est vraiment là, du bonbon parce que les autres sont capables d'aller beaucoup plus loin. Déjà, au départ, je suis capable de me dire que mes élèves, il faut qu'ils se rendent à la fin de l'étape A. Mais mon élève rapide, très doué, qui apprend très rapidement, il sait déjà que lui peut continuer à l'étape B, à l'étape C. Donc, je vais avoir déjà du matériel de prêt pour cet élève-là. Je vais avoir, par exemple, peut-être l'utilisation de certains élèves qui voudraient collaborer au niveau d'un apprentissage collectif. Je vais l'utiliser pour faire autre chose dans la classe, malgré qu'il faut faire attention. On ne veut pas que les élèves deviennent des adjoints des enseignants. On ne veut pas leur faire jouer ce rôle-là, mais il y a des élèves qui cherchent aussi à collaborer là, dans la classe. Donc, à la limite, ça pourrait être des pistes pour un élève qui va rapidement. Là, je ne sais pas si Mireille, tu as d'autres éléments. Ben non, c'est pas mal ça. En fait, c'est de prévoir finalement des activités à l'avance, d'enrichissement, de consolidation. Parce que souvent, moi, j'ai vu ça beaucoup au primaire, là, puis je veux dire, j'étais comme ça aussi comme enseignante, là, donc j'ai appris aussi au fil des années d'expérience que de toujours dire à l'élève, ben, il reste 10 minutes, occupe-toi. Ça fait un peu décrocher nos élèves aussi parce que quelque part, il y a certains élèves là, qui passent des 10 minutes à presque à toutes les périodes, là, parce qu'ils finissent toujours avant les autres et tout ça. Donc, on ne valorise pas non plus le fait, quand on fait ça, on ne valorise pas non plus le fait que, wow, c'est bon, tu as réussi, tu es capable, tu peux aller plus loin. Alors, de prévoir comme enseignante des activités qui vont aller bonifier dans le fond, l'estime de soi des élèves aussi, c'est qu'ils soient capables ou qu'ils réalisent qu'ils peuvent faire plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le prévoir en amont, c'est un peu ce qui va nous sauver, finalement, ou qui va aider nos élèves à apprendre à bonifier tout le rendement scolaire de nos élèves. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Colette Casavant qui a levé la main. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. C'est super intéressant. J'ai 4 questions pour vous, mais je voulais juste vous dire que ça m'a fait écho quand vous parliez des organismes communautaires, l'animation. Moi, ça fait écho sur mon équipe de travail. J'ai la chance de travailler avec une équipe de travail. Ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Et j'ai remarqué, quand vous parliez, là, je pouvais classer les gens. Ils sont dans le pourquoi, dans le quoi ou dans le comment. Et en sachant ça, je sais comment attirer leur attention et c'est des très bons travailleurs. Puis ces particularités-là font en sorte que ça devient une force. Moi, si j'ai besoin d'aller voir un bailleur de fonds, je vais prendre la personne qui est dans le pourquoi. Et puis quand elle parle, c'est intense, là, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Donc, j'ai une équipe qui me complète, moi aussi. Il faudrait que je sélectionne des gens comme moi, on serait pas mal plate, on serait bon juste dans une chose. Fait que ça fait de l'écho sur l'équipe de travail, puis sur les gestions de conflits, puis valoriser aussi toute cette différence-là. Maintenant, mes questions. Là, vous parliez que vous vouliez possiblement donner une formation aux enseignants, mais est-ce que c'est dans le plan de cours des élèves à l'université là, qui vont devenir enseignants? Deuxième question, est-ce que les profs ont le temps? Parce que c'est très important, qu'est-ce que vous disiez, faire des entrevues avec les élèves, savoir. Moi, ça a pris des années avant que je connaisse mon équipe de travail. C'est comme une famille. Mais pour le prof, qui ait le temps de le faire, est-ce qu'on lui laisse le temps de connaître ses élèves? Et aussi, ça demande aux profs des qualités. Tu sais, quand on dit qu'on a la vocation de prof, il y en a qui ne l'ont pas. Je sais que c'est une minorité, là, mais il y en a qui doivent être malheureux de devoir appliquer ça. Là. Ils pensent juste à leur retraite, puis ils n'ont pas cette vocation-là. OK. Vous parliez aussi que c'est bon de laisser l'élève prendre l'outil pédagogique qui va lui permettre s'il n'est pas bon en écriture, bien, il peut prendre l'audio, etc. Mais y a-t-il un risque qu'il prenne seulement cet outil-là, puis finalement, il ne développe pas l'écriture qui, dans le fond, dans la vie, va l'aider aussi? Comment faire aussi pour le pousser même s'il n'aime pas ça, à quand même le développer? Bon, je me tais ici, je vous écoute.
Si vous voulez, je vais commencer, puis je te laisserai, Jacques, répondre à la dernière question, si tu veux. Oui. Vous avez parlé, par exemple, des programmes à l'université. Malheureusement, je ne peux pas bien répondre à cette question-là parce que je ne le sais pas dans les programmes à l'université si il y a des éléments là, tu sais, qui visent votre question. Ce que je sais, par contre, c'est qu'à la commission scolaire, c'est une préoccupation. Au centre de service scolaire, excusez, c'est une préoccupation au sens où on désire, dans un avenir approché, aider, par exemple, les directions d'établissement à prévoir dans leur année scolaire un plan de formation pour leurs enseignants. Donc, c'est quelque chose qui fait partie des visées là, du centre de service scolaire. Donc, pour accompagner justement les enseignants, et nous, comme professionnels au centre de service scolaire, on est déjà dans cette démarche-là. Donc, à toutes les années, on a 4-5 journées de prévues de formation qui sont obligatoires. Donc, on doit suivre la formation pour se maintenir à jour. Si on en fait plus, tant mieux, mais on doit faire au moins ça pour pouvoir maintenir, disons, notre qualité professionnelle au cours de l'année scolaire. Votre deuxième question, c'est... Je m'excuse. Est-ce que les enseignants ont le temps? Oh, le temps, c'est ça. Ils sont tellement épuisés. Ils sont comme une course contre la montre. Puis là, c'est un cercle vicieux, ça. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Puis là, là-dedans, en tout cas, je ne sais pas exactement comment c'est possible de pouvoir résoudre tout ça. C'est une question sur laquelle on est en train de se pencher au service scolaire pour essayer de voir comment on peut faire du point de vue de l'organisation scolaire pour essayer de maximiser le temps puis s'organiser différemment. Est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, les services d'un orthopédagogue en début d'année ou est-ce qu'on pourrait utiliser un psychoéducateur ou est-ce que on pourrait prévoir des plages horaires mettons, dans la première semaine d'école pour pouvoir faire ce genre d'entrevue-là. Donc, tout ça, ça pourrait être aménagé aussi selon les possibilités des directions d'établissement. On n'a pas tous les mêmes budgets non plus, là, d'une école à l'autre. Donc, il faudrait voir un peu, je pense que ce serait quelque chose à réfléchir de façon plus différenciée, dépendamment du service là, ou de l'école qu'on accompagne. Là. Donc, mais sincèrement, on est encore en train de réfléchir aux moyens de faire ça. À l'éducation des adultes, c'est un gros problème parce qu'on est en plus en entrée continue. Imagine l'enseignant qui est pris toute l'année scolaire avec des nouveaux élèves qui arrivent à toutes les 2-3 semaines. Son groupe change, bouge constamment. C'est beaucoup de boulot là, de faire ça. Là. Puis pour eux, à la limite, ça peut être plus facile peut-être, entre guillemets, de faire ça au primaire, puis peut-être un peu plus aussi au secondaire, mais davantage au primaire parce qu'eux autres ont le même groupe toute l'année, tandis qu'au secondaire, mettons, un prof de français peut avoir 7, 8, 9, 10 groupes, donc c'est quand même pas mal de boulot, évaluer tout ce monde-là. Puis à l'éducation des adultes, c'est encore pire, au sens où c'est en entrée continue toute l'année. Mais moi, je pense que des solutions, il y en existe, puis on va en trouver. Donc, présentement, là, il y a plusieurs options qui sont sur la table, entre autres, le fait, par exemple, à l'éducation des adultes, peut-être de prévoir un service avant que l'élève entre en formation, peut-être un service qui va, mettons, durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour apprendre à connaître, oui, c'est ça, les élèves. Donc, ça, c'est une façon. On est en train de réfléchir aussi à, plutôt que de faire juste un test de classement, par exemple, pour nos élèves, d'essayer de voir comment on pourrait implanter plus une démarche d'accompagnement, de classement pour nos élèves, plutôt que juste un examen qu'on fait passer, un diagnostic là, de nos élèves. Comment on pourrait rentrer dans une démarche diagnostique auprès de nos élèves. Donc, tout ça, c'est des idées qu'on est en train de réfléchir, puis tranquillement, on va pouvoir mettre en place là, dans les années qui s'en viennent. Donc, c'est ça. Malheureusement, je ne peux pas vous dire. J'aimerais ça pouvoir vous dire qu'il y a une solution aujourd'hui à tout ça, mais on est en démarche pour essayer de trouver des meilleures façons de faire. Un début, c'est bon. J'aurais deux
deux pistes, peut-être pas de solution, mais des pistes justement sur lesquelles on pourrait avancer. Il faut vendre l'idée. Il ne faut pas vendre l'idée de la conception universelle nécessairement, mais il faut vendre l'idée que le portrait classe et la mise en place d'outils diversifiés, c'est tellement aidant pour la suite des choses pour les enseignants que ça va être un plus pour eux. Il faut toujours que les enseignants ils voient la plus-value de ce qu'on propose quand on est un conseiller pédagogique. Parce que moi, j'ai été enseignant pendant 20-25 ans et je me disais toujours, oh mon Dieu, encore une autre journée pédagogique avec un atelier qui ne me servira à rien. C'est triste de penser comme ça, alors que justement, il pourrait y avoir des ateliers qui sont tellement utiles pour que les enseignants puissent se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus mobiles avec leur groupe, puis pas toujours pris à dernière minute à inventer une nouvelle façon de faire et tout ça. Donc, quand on présente la conception universelle de l'apprentissage, puis on leur dit, si tu prévois déjà toutes tes choses d'avance, ça va tellement être aidant quand ça va être le temps de présenter ton activité. Tu n'auras plus à te soucier de ça, de ça, de ça. Ton va déjà être prêt. Je pense que ça peut être très aidant. Il faut qu'ils voient c'est quoi l'avantage d'aller chercher ce qu'on est en train de faire. En fait, ils vont gagner du temps. C'est ça. Puis ça, en tout cas, moi, je ne suis pas professeur, puis je vois déjà l'avantage. Fait qu'imaginez si je serais professeur. C'est une belle façon de faire. La dernière question que vous avez posée pour est-ce que justement, si un élève va toujours utiliser la même façon, par exemple, de nous donner son résultat, est-ce qu'il ne va pas manquer, est-ce qu'il ne va pas négliger d'autres façons? Je pense qu'il faut, effectivement, vous avez raison, je pense qu'il faut avoir une variété de demandes quand on va vers l'évaluation. Quelqu'un qui serait bon pour nous présenter ça de façon graphique en nous faisant, je ne sais pas moi, un dessin, un schéma, bien, il faut qu'il sache aussi que ça, c'est accepté, mais il faut qu'il développe quand même une compétence dans d'autres choses. C'est-à-dire, je ne nuirai pas à sa créativité, mais il ne pourra pas toujours me présenter ça de cette façon-là. Puis de toute façon, peut-être que vous connaissez le principe des examens édictés. Là, Mireille est plus connaissante que moi là-dessus, mais parfois, on n'a pas le choix de demander telle forme d'évaluation. Parfois, le ministère nous oblige à ce que l'élève réponde de cette façon-là. Donc, à la limite, il faut le préparer aussi à répondre de cette façon-là. Oui, c'est ce que j'étais pour dire, c'est que quand c'est un format qui est comme obligé, obligatoire, bien, on n'a pas le choix. L'élève non plus n'a pas le choix d'ailleurs, mais nous, comme enseignants, notre rôle, c'est de le préparer à vivre ça. Normalement, un examen, ça ne devrait jamais être une surprise pour un élève. Non. Il devrait savoir un peu ce qui l'attend dans l'examen. Parce que l'examen, dans le fond, il sert juste à reconnaître ou en tout cas à aller prendre une photo, si je peux dire, du développement de la connaissance de compétence de l'élève. Donc, normalement, il a fait la démonstration avant même de se rendre à l'examen de son développement de compétences. L'examen, lui, il vient juste comme confirmer ça. Alors, l'élève, il ne devrait pas avoir comme une surprise en situation d'examen. Il devrait déjà avoir eu des questions similaires tout au cours de son apprentissage. Donc, ouais. Merci. Alors voilà, on espère que ça répond à ce qu'on avait déjà prévu au départ, donc au niveau des objectifs et de répondre à certaines de vos questions. Là, je lis les commentaires. Vous avez deux dernières questions. On va les prendre, puis après on va conclure. Oui. Je veux bien, parce que c'est clair qu'on a dépassé, mais comme il y a deux questions, ben, je pense que ce serait intéressant de les prendre. Absolument. Oui. Vous avez de beaux commentaires, excellente formation, une vision de l'apprentissage, donc bravo à vous. Alors, merci beaucoup. C'est Marie-Josée Forger. Est-ce que cette vision de l'apprentissage est présentée au ministre de l'Éducation ou on est en amont pour aider les professeurs? C'est une bonne question. C'est clair qu'il y a beaucoup de la conception universelle de l'apprentissage. Là, ça roule quand même là, depuis peut-être une vingtaine d'années. Là, je vous dirais qu'on est plus dans la réponse à l'intervention présentement, là, qui est un autre modèle et qui est implanté au Centre de services scolaires de Montréal, entre autres. Là. C'est une réponse, encore une fois, qui va un peu dans le même sens, c'est-à-dire d'essayer de répondre au plus grand nombre avant d'avoir des aménagements pour les élèves qui auraient vraiment des difficultés très spécifiques. On est plus là-dedans, mais c'est d'un courant qui circule quand même beaucoup. Là. On n'est pas dans quelque chose qui commence ou que peu de gens ont entendu parler, parce que vous avez vu tantôt que la première vidéo a été produite par le CRISPECH, qui est quand même un regroupement d'universités et de collèges. Donc, à la limite, oui, c'est sûr que le ministère de l'Éducation, mais on n'est pas dans une implantation gouvernementale de la conception universelle de l'apprentissage.
on connaît ça, on entend parler dans les congrès, dans les colloques, partout. Il y a de plus en plus de matériel qui est disponible là-dessus, mais on n'est pas dans une direction que le ministère de l'Éducation aurait pris, par exemple, là, directement. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on nous dit aussi, c'est comme par exemple, nous, au Centre de service scolaire, on a un projet, mettons, qui chapeaute l'ensemble des services. Puis, ce qu'on appelle le plan d'engagement vers la réussite, c'est comme un peu les lignes, c'est un peu comme le projet éducatif des écoles, mais pour la commission scolaire, pour le centre de service scolaire. Donc, alors, on est dans les objectifs du plan d'engagement, la conception universelle de l'apprentissage en fait partie. La RAI, c'est la réponse à l'intervention, ça en fait partie aussi. Donc, on n'est pas dans une implantation ministérielle, mais on est en même temps dans une lignée ou dans une ligne d'application de principes, dans le fond, qui partent des instances ministérielles. Donc, nous, on dit, comme centre de service scolaire, bien, on s'engage à donc promouvoir le plus possible ces applications-là dans nos écoles pour que nos élèves puissent réussir en plus grand nombre. Donc, c'est ça un peu l'objectif qui est derrière tout ça. Puis, c'est pas d'imposer une façon de faire aux enseignants, mais plutôt d'offrir une diversité ou des possibilités d'application pour que nos enseignants puissent le plus possible faire réussir les élèves. La réponse à l'intervention, c'est un peu la même chose que la conception universelle de l'apprentissage, sauf qu'on développe un deuxième niveau qui regarde plus là, les élèves qui ont des besoins plus spécifiques, puis un troisième niveau où là, on n'a pas le choix, dans le fond, d'avoir un soutien extérieur pour, par exemple, faire réussir l'élève, comme l'intervention, par exemple, d'un orthopédagogue ou d'un orthophoniste ou l'ergothérapeute. Un ergothérapeute. Donc là, on a besoin d'une intervention extérieure à la classe pour permettre à l'élève de réussir. Donc, c'est pas parce qu'on met des affiches dans nos classes, qu'on met le mode d'emploi de toutes sortes de choses dans nos classes, que nécessairement tous nos élèves vont réussir. Ça va aider un plus grand nombre, mais il va toujours demeurer des élèves qui vont avoir besoin d'une intervention vraiment particulière. Donc, c'est pour ça que la réponse à l'intervention, elle vient comme préciser ça. C'est un peu comme un modèle un peu pyramidal où on nous dit, bien, à la base, le plus grand nombre, on va répondre. Il va peut-être en rester quelques-uns qui vont avoir besoin d'intervention plus pointue, puis les autres qui sont en plus petit nombre, bien, eux autres, ils vont avoir besoin d'une intervention extérieure, et puis on va leur offrir aussi. Donc, c'est un peu ça. Merci. Et la dernière question de Camilla, c'était laquelle? En fait, c'est Lise Duplain. Ah bah non, c'est pas une question, je n'avais pas lu totalement. Elle disait merci beaucoup pour cette présentation, très très instructive, mais je dois vous quitter pour un autre rendez-vous. Donc, en fait, ça peut clore justement notre rencontre. Alors, on remercie beaucoup les gens du Carrefour familial qui ont proposé de pouvoir présenter cet atelier. Là, Manon en particulier qui était à la table à ce moment-là. Ça nous fait plaisir, je pense, Mireille et moi, là, de pouvoir présenter ça, puis de pouvoir, que vous allez en entendre parler, de le ramener peut-être un peu dans votre fonctionnement, dans vos organismes aussi, pour qu'on regarde le point de vue plus de l'inclusion, comment on peut faire pour que la majorité des gens qui participent à nos activités se sentent vraiment inclus. C'est l'objectif premier. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.